Bienvenue à l'émission Le Haut du Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, place à l'humour. Nous allons rencontrer deux humoristes de la région qui nous parleront de leur parcours un peu similaire, mais propre à eux. Voici Matt Lévesque et Simon Trottier. Salut Matt! Allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en humour? Moi, j'ai commencé, à vrai dire, au début, je savais même pas je faisais de l'humour. Là. J'ai commencé en théâtre avec Jimmy Doucette, ici à Dolbeau, qui donnait des cours, des ateliers d'été. Fait qu'avec un de mes bons chums avec qui j'ai fait de l'humour par la suite, Manuel Potvin Lemieux, c'est là que l'amour de la scène est arrivé, puis surtout de l'autoproduction, là, de pouvoir écrire nos affaires. Par la suite, après ça, j'ai fait secondaire en spectacle avec Manuel. Et puis après ça, on a écrit notre premier spectacle. C'était quel genre de spectacle que vous avez fait? C'était un spectacle de sketch qu'on avait. Manuel, il avait dit ça serait le fun qu'on fasse un show avec tous nos sketchs. Puis là, je fais comme, ben oui, ça a bien du bon sens. On a juste un sketch. Ouais, ben on va l'écrire, ce show-là. Puis on dirait que c'est parti de là. Puis on a loué l'auditorium de la Polyvalente à Dolbeau. 3 piastres. Le billet, je me rappelle, début août. Ouais, puis après ça, Simon Trottier était venu faire un sketch à 3 avec nous autres. On avait fait un sketch de groupe. Puis même Simon, on l'avait connu aussi pendant les ateliers d'été avec Jimmy. Puis à partir de ce moment-là, on a décidé d'écrire un nouveau un show à 3. Puis on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelait La salle d'attente du docteur Maltais. C'était nous autres, dans le fond, une salle d'attente. On avait 2 de nos amis qui jouaient comme le rôle de la secrétaire, puis un patient qui passait jamais finalement, qui restait là tout le long de la pièce. Puis nous autres, on alternait, je pense qu'il y avait 40 personnages. Puis on faisait alternance entre tous les personnages. Fait que ça a été notre première expérience d'écriture, puis après ça, on a comme fait des sketchs, puis après ça, on s'est inscrit à un concours. Je me rappelle, c'était Objectif Scène, un concours qui donne de la visibilité à des artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je me rappelle qu'il fallait cocher soit qu'on faisait du théâtre ou de l'humour. Puis les 3, on était comme du théâtre. Puis là, ouais, mais en même temps, c'est comique ce qu'on fait. Puis là, on a coché de l'humour, puis à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on faisait du sketch, on faisait de l'humour. Fait que c'est là que ça a commencé pas mal. Tu nous as dit aussi que tu faisais partie d'un groupe. Ouais. Ça, c'était quoi ce groupe-là? Dans le fond, quand on a créé notre premier spectacle solo, ce spectacle en trio, c'était au début 2005. C'était un groupe on s'appelait L'encre sur le papier. C'était niaiseux. Là, quand on se voyait, on disait juste on va aller mettre de l'encre sur le papier. Puis à un moment donné, on disait on s'appelle comment comme groupe. C'est moi qui avais sorti ce merveilleux nom-là. Puis là, après ça, on a continué à cheminer. On est déménagé tous les 3 à Québec. On faisait des spectacles. Puis là, on s'est ramassé en route vers mon premier gala Juste pour rire, qui était une grosse émission de visibilité pour les humoristes de la relève. Là. C'était comme une émission de télé-réalité, mais le fun, tous les bons côtés de la télé-réalité. Puis là, on a changé de nom pour s'appeler Les Sauts de Mousse. Puis ouais, à partir de là... on était ensemble de 2004 à 2012. En 2012, on a pris... les gars voulaient aller à Montréal. Et puis, ils ont quitté. Puis moi, je suis resté... moi, je voulais plus à exploiter le côté do it yourself, un peu de faire mes propres affaires puis de pas avoir. Fait que moi, j'ai commencé à me filmer, faire 8000 niaiseries sur Internet. Puis après ça, j'ai continué à faire de la scène un peu. Étrangement, j'ai continué à faire de la scène quand je suis revenu vivre à Dolbeau. Ouais. J'étais à Québec, puis j'ai arrêté de faire des shows. À Chicoutimi, j'en faisais plus pantoute. À partir de 2016, j'ai recommencé à faire des shows, puis là, ça n'a jamais été aussi bien que ça. Là. Les spectacles, là, ça... C'est comme si tu t'es fait un peu un nom dans la région ici. Ouais, ben oui, quand même. Oui. Ton humour en solo, tu la décrirais comment? J'ai de l'anecdote, mais il y a un petit côté aussi cru, un petit côté, tu sais, c'est un beau petit mix, mettons, entre, je sais pas, là, on pourrait prendre un Mike Ward, mais un Michel Barrette aussi, c'est de l'anecdote, mais qui est un peu... puis il y a le côté aussi très régional qui ressort, là. Ouais. Je l'exploite quand même assez beaucoup, j'ai déjà l'accent, mais tu sais, j'en ris sur scène, puis ça, souvent, c'est qu'il fait la couleur déjà là. Quand j'arrive sur scène, tout de suite, j'exploite ça, parce que je sais qu'autant c'est payant ici que quand je m'en vais, mettons, jouer à Montréal, c'est le côté exotique que le monde aime aussi, fait que je l'exploite. Parmi tes projets réalisés, est-ce qu'il y en a en théâtre ou en humour qui t'ont vraiment marqué?
Ben, je peux pas passer aux côtés de... Quand je suis revenu ici au lac, à un moment donné, c'est juste une histoire un peu banale que je me suis fait voler mon Bessic ici à Microbrasserie. Puis j'ai fait une niaiserie avec une facture de McDo dans la bouche en disant que je faisais comme une parodie de Claude Poirier qui disait on retrouve le Bessic bleu puis tout. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu je sais pas, juste le flash de fraude Poirier, créer un personnage. J'ai créé ça, puis là, ça a quand même créé un beau buzz sur le net. Mais à part ça, je sais pas trop, tu sais, t'es comme l'ensemble de ma carrière avec les sodas, puis l'ensemble de ma carrière tout seul en ce moment, ce que je fais avec l'humoriste Maxime Pearson, on part tous les deux en tournée, puis on a chacun notre show, puis on est vraiment fiers de ce qu'on présente. Le monde aime vraiment beaucoup le spectacle aussi, fait que je sais pas, c'est dur à dire, là, mais je dirais fraude vite de même. Vois-tu, tu sais, là, je suis plus en amour avec peut-être l'écriture d'un projet théâtral ou des web-séries, ou pour la scène, par exemple, là, je tripe vraiment plus à me faire voir en tant que c'est moi qui parle en tant que stand-up. Puis, parce que là, à la fin, ce que j'aimais plus du vidéo, c'était avec les perruques puis tout. Puis on dirait que là, j'étais un peu tanné de l'aspect personnage de ça. J'avais senti que j'avais fait le tour. Ouais. Et tu parles que tu veux faire une web-série. Tu veux faire ça plus comme une histoire qui suit? Non, ça va être des petites capsules. Ils vont comme avoir un thème par émission. Ça va avoir un lieu, à la même place. Je veux avoir un personnage qui me ressemble. T'sais, le lieu, ça va être une épicerie. Puis je veux avoir comme si c'était moi qui travaillais dans une épicerie. Puis là, on va exagérer parce que là, ça va déconner d'un bord puis de l'autre. Je vais avoir... j'ai la chance d'être entouré parmi... Je suis un joueur de la LID, la Ligue d'impro de Missoise, puis j'ai du monde, plein de talents qui sont autour de moi, qui demandent juste ça, jouer, puis faire des sketchs. Fait que je vais prendre ces gens-là pour venir jouer avec moi. Pour l'humour, ton plus grand rêve ou bien quelque chose que tu aimerais atteindre dans les prochaines années, ce serait quoi? Moi, là, ce que je voudrais, là, ça serait peut-être juste gagner ma vie de l'humour en faisant le tour de des petites salles, là, l'île du repos, le côté court, tu sais, des petites salles de cabaret que les gens peuvent être assis en rond avec une table puis prendre un verre de bière en écoutant mes anecdotes. Moi, juste ça. Ce que t'aimes, c'est être proche du public, être capable d'être... J'aime ce genre de petite salle-là, cette petite ambiance-là. Je voudrais juste ça, puis être capable de faire assez d'argent pour bien vivre, puis pour pouvoir gâter ma fille, puis ma copine. Ça, à part ça, ça serait l'idéal. Des premières parties de spectacle, est-ce que tu en as fait beaucoup? Oui. J'ai fait, l'année passée, j'ai fait les Denis de relais. C'était vraiment le fun de sortir de scène puis se faire donner un petit kick par le gars avec la barbe de dire « Hey, wow », là, tu sais. J'ai fait Maxime Martin, j'ai fait Sylvain Larocque, j'ai Guillaume Wagner, Sam Breton, j'en ai fait beaucoup. Oui, j'en ai fait en masse. C'est des premières parties comme ça l'aide beaucoup, là. Ben oui, ça l'aide beaucoup. C'est stressant, par exemple, parce que, tu sais, quand tu regardes un humoriste que t'aimes donc bien, puis tu t'en vas te planter 5 minutes avant que tu sais, toute ta job, c'est de réchauffer le monde aussi. Fait que si ça marche pas, non seulement tu vas avoir honte devant quelqu'un que t'admires, mais tu te nuis un peu au succès de sa soirée aussi. Fait que c'est quand même touché. Mais tu sais, quand t'es rendu à faire des premières parties, je pense que t'es prêt. On fait souvent le comparatif aussi de faire... moi, je trouve le meilleur comparatif d'un humoriste qui affronte le public, je trouve que c'est le langage de la boxe. Il s'approprie vraiment bien à ça. On dit qu'on a des punchs, on a des killers. Le but, c'est de surprendre le public avec des gags. Tu sais, si j'arrive avec des gags, tout déjà, le monde fait comme « Ah oui, je sais c'est où que tu t'en vas. » Mais là, tu ne surprends pas, le monde rit pas. Fait que je vois un peu le parallèle avec la boxe intéressant dans ce sens-là. Bien, merci beaucoup, Matt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est ça, moi j'ai travaillé à la SOQ aussi dernièrement. La dernière job que j'ai eue, c'était à la SOQ. Comme dirait mon père, à Réry! Mon gars est rentré à Réry! Mon fils est rendu dans la Réry! Comme ça, il cœur! Comme ça, il cœur! Rentré à Réry! J'aimais ça, travailler dans la SOQ, c'est le fun. Le service à la clientèle, mais c'est du service à la clientèle le fun. On est rarement à plat quand on va dans la SOQ, c'est rare que tu rentres. Fait comme, bon, encore pogné pour boire du gin, kilomètre 12! Non, souvent, on gère quand même bien ça, c'est le fun. Mais quand t'es le dernier qui rentre dans une SOQ, on vous demande de faire 2 tâches. Hein? On te demande de faire de la caisse enregistreuse ou faire le petit kiosque de dégustation. La caisse enregistreuse, c'est le fun. Ça va bien. Hein? Toujours du monde d'une SOQ. Hein? Surtout dans le nord du lac Saint-Jean. Le monde, c'est des éponges. Le monde boit, ça n'a pas de bon sens.
Mais le problème, c'est que chaque transaction ressemble à la même chose. C'est comme des « Bonjour, monsieur, ça va bien? Bip, bip. Avez-vous votre carte Inspire? » Comment vous dites ça? Vous n'êtes pas inspiré? M'a tué! C'est tout le kiosque de dégustation, ça, c'est une autre affaire. C'est spécial. On dirait que les gens, parce que c'est gratuit, ils ont comme pas le choix de goûter. Hein? C'est malade. Et moi, il y a une madame qui dit « Bonjour, jeune homme, qu'est-ce qu'on boit? » Comme madame, on boit aujourd'hui, c'est un vin du Portugal, c'est aromatique et charnu, c'est vieilli en barrique de chêne, c'est corsé, c'est boisé. C'est un vin à 14,5% d'alcool. Écoute, le vin, il est quasiment noir. C'est un vin qui fesse dans le dash, comme on dit. Elle fait Elle dit, moi, j'aime juste les vins blancs doux et sucrés, genre le Jacob's Creek. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se calme un tour, on s'en je vais quand même écouter, là. Je sais que je vais passer un de moment de marde. Je vais juste voir une madame de 72 ans qui me grimace d'en face. Et là, je lui donne le cop de plastique. Déjà là, l'odeur, elle en met trop. Et comme, oh, hein, oh! Oh, certain. Hey, elle se lâche une gorgée, le mélodrame qui commence. Elle se met à shaker comme une feuille. Ça part de sa petite orteil jusqu'au bout de sa mèche fuchsia. Elle a les yeux qui reviennent de bord, genre crise d'épilepsie, elle est comme... Elle sort sa petite langue sèche bourgogne, et là... Elle s'avance, elle est tellement reculée, elle a 9 mentons, elle met la main sur son cœur, la main sur son... Je suis comme là, tu veux bien croire que c'est pas ta pastille de goût, mais de là à frôler leur CV, moi patience! Moi, j'avais ma bouteille dans les mains, j'ai dit, moi, il y a du sang de moufette là-dedans, puis ils me l'ont pas dit, là. Vraiment pas l'air facile à boire. J'ai comme eu le contraire aussi. À un moment donné, une petite madame, elle est toute cute avec le petit chapeau de poil de mauve. Elle vient me voir, elle dit bonjour jeune homme, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? J'ai aujourd'hui, madame, on va boire un petit merlot de France. C'est fruité, léger, c'est relax, c'est passe-partout. Tout le monde aime ça. Avant de gorger, elle est toute cute, elle est comme il est fruité, hein? Oui, madame, je viens de dire, fruité, léger, c'est relax, c'est passe-partout, tout le monde aime ça. Elle dit, je détecte un petit coup de raisin. Non! Y a-tu du raisin là-dedans? Et moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est comme... C'est vrai, moi, il y a 3 jours, je suis tombé syndiqué, toi, chose. Ouais, y a du monde qui défend mes conditions d'emploi. J'ai comme fait ciel, là, le casse. Je la ramasse! Ben oui, madame, ça goûte le raisin, ils sont fous de même, ce vignoble-là. Les autres sont funky raides, parce qu'eux autres, avant, ils faisaient le vin comme tout le monde, avec des Jolly Ranchers. Mais là, on l'essaye avec du raisin, des vrais coups! La madame est tout mal, elle fait comme je vous dérange pas plus longtemps à part. Je dis, moi, non, c'est folle de même, c'est en folle d'extinction. Je la suis! Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. C'est cette année que nous célébrons le 50e anniversaire des télés communautaires. Avec les télés de Normandin, Ladoré, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini, venez découvrir leur histoire à travers les témoignages de ceux qui ont contribué à son évolution.
produit par la Télé du Haut-du-Lac et diffusé sous les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nouvelles du Haut-du-Lac est la présentation hebdomadaire de ce qui a marqué l'actualité de la MRC Maria-Chapdelaine. Présenté cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, allô Simon. Salut! Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, ça fait plaisir. Donc, on va parler de l'humour que tu pratiques depuis... Depuis, je te dirais que mes premières armes en humour, là, niveau peut-être plus amateur, mais ça serait avec les spectacles Madilute, du temps que Esplande dirigeait tout ça, puis il y avait entre les chorégraphies, entre les danses, il y avait des sketchs d'humour. Mais ça a duré longtemps, ça a duré... Oui, puis qui a mis quand même ici, tu sais, DJ McLallen, beaucoup qui est à cette heure, qui fait beaucoup d'improvisation, qui a commencé, Jimmy Doucette a fait ça, donc ça a été quand même, pour des artisans, théâtre dash comédie, quelque chose, une porte d'entrée assez importante. Je pense que moi j'ai participé à ça en secondaire 4, en secondaire 5, donc on parle de 2001-2002 environ. Puis, c'est ça a été ma porte d'entrée vers l'humour, vers le sketch humoristique. Puis par la suite, j'ai jamais arrêté. J'ai rencontré Emmanuel Potvin-Lemieux, Mathieu Lévesque, avec qui on s'est mis à faire de l'humour. On s'est appelé l'encre sur le papier. On est devenu les Soda Mousse. Ensuite, j'opère encore aujourd'hui avec Manu. Pour chauffer éclairé, mon duo d'humour. Puis j'opère en solo aussi depuis environ 2 ans avec mon produit anecdotique. J'ai un spectacle d'anecdotes où les gens choisissent les anecdotes que je raconte. C'est à la carte, c'est différent un peu à chaque fois. Puis je m'amuse bien dans toutes ces sphères-là. Tu fais beaucoup des duos d'humour, tout ça. Comment tu trouves ça, l'expérience de faire l'humour à deux, si on peut dire ça? En fait, j'ai toujours été dans le groupe, dans mes départs. Ça fait, comme je disais, peu longtemps que j'en fais en solo, même si j'ai toujours été raconteur là, dans des soirées avec mes amis. Donc, j'ai le style raconteur. Mais l'humour de groupe, c'est vraiment une capacité de faire d'autres choses aussi. C'est d'aller se demander... qu'est-ce que la possibilité d'être 2 ou d'être 3 peut aller chercher, parce que si t'es pour raconter une histoire à 2 ou tout ça, c'est pas nécessairement là que le duo va se faire valoir. C'est de se demander est-ce qu'il faut être 2 pour le faire. Si oui, ben c'est là que je pense que l'humour de groupe est pertinent. Puis c'est sûr que il y a toujours eu un contexte. Des fois, la mode est cyclique. Là, donc, tu sais, avant, il y avait beaucoup de groupes Rock et Belles Oreilles, Les Bleus Poudres. C'était le groupe Sanguin où il y a eu le départ de Lévesque et Turcotte là-dedans avec Marie-Lise Pilote. C'est Robert Lepage faisait la mise en scène de
de ça à l'époque. Donc, les groupes ont été très populaires. Aujourd'hui, le contexte économique change et fait que l'humour de groupe, je pense, est plus coûteux à produire, puis tu peux pas nécessairement vendre les billets plus cher, donc c'est quelque chose qui rapporte moins à l'industrie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est moins primé par l'industrie. Par contre, le désir des gens est pas moins là, puis quand tu apportes un produit efficace, ben les gens sont prêts à le voir, peu importe que ce soit un duo ou un trio. Aussi, maintenant, tu es en solo. Tu nous disais que ton spectacle, comment tu fais présentement, c'est des anecdotes. Comment tu trouves ça, la préparation? C'est beaucoup de réactions avec le public aussi, parce que c'est eux qui vont te demander qu'est-ce que tu veux que tu racontes, tout ça. Comment tu trouves ça, la préparation, tout ça? Ben, je trouve ça très différent, en ce sens que ça fait longtemps que je suis raconteur, puis avec Chauffé éclairé, avec le duo, tu peux pas te donner une ligne directrice, puis à moins que tu le fasses dans une soirée qui est nommée comme ça, mais ça n'a pas le choix d'être très défini, même à la première représentation du sketch, exemple, parce que si tu fais juste dire, ben là, on a une ligne directrice, puis on va la suivre, ben là, les deux peuvent parler en même temps. Il y en a qui peuvent aller dans une direction que l'autre ne suit pas. Tu sais, les gens vont pas voir de l'improvisation, c'est ça qu'il y a une bonne nuance à savoir. Tu sais, les gens, si tu improvises, ça peut arriver qu'il y ait une réplique sorte comme ça, puis ça fonctionne, mais en duo, ça demande une ligne directrice beaucoup plus claire. Que l'anecdote, je la prépare pas du tout de la même façon. En fait, je vais penser à mes choses, je vais penser à des trucs dans ma tête, mais j'écrirai aucun texte. Je vais aller dans une soirée, je vais tester le numéro, je vais noter les réactions, je vais m'enregistrer. Par la suite, je vais dire, OK, ça, je vais leur dire, ça, je leur dirai pas. Mais il y a quelque chose dans le duo qui demande une préparation plus grande. Fait que pour moi, c'est vraiment deux démarches. Le duo, je vais l'aborder. Il faut qu'on ait un texte clair, une V1 claire. L'anecdote, je vais l'aborder de manière pas mal plus lousse, mais de manière volontaire. T'sais, moi, c'est le style que j'aime. Si je me mettais un texte trop précis, je l'ai fait quelques fois pour présenter des auditions ou des trucs comme ça. On dirait que j'ai plus de misère à me dire, là, faut pas que j'oublie ce gag-là. Alors que quand je me dis, vas-y, tu sais, puis on dirait que je me mets moins une pression de gag à tout prix dans mon style. C'est souvent dans le milieu de l'humour, on va dire, si t'as pas un gag à tous les 3-4 secondes, ben c'est du temps qu'il faut que tu reprennes. Si ça fait 8 secondes, t'as pas de gag, il faut que ton gag d'après soit 2 fois meilleur parce que ça fait un certain temps que t'as pas de gag. Fait que ça peut être un effet voulu. Moi, je vais dans le racontage, puis je me mets pas la pression de dire on a-tu ri aux 4 secondes. Dans l'ensemble, je veux qu'on rie, mais je veux surtout qu'on écoute une histoire et qu'on soit avec moi dans l'art oratoire, là, et non pas dans ben là, il faut que j'aille une blague ici pour améliorer mon texte. C'est peut-être le rendre plus drôle, mais après ça, une anecdote, il n'y a pas juste l'efficacité comique à regarder là-dedans. Là. Oui, dans le milieu de l'humour, mais outre ça, le côté raconteur est bien important. Aussi, vous avez fait des premières parties un peu, de des spectacles, tout ça. L'expérience de première partie, comment tu as trouvé ça? C'est plaisant d'avoir... Parce que, tu sais, il y a vraiment une nuance entre, justement... Tu sais, je parlais des grosses salles, mais les salles de spectacle, à proprement parler, puis les bars, il y a une énorme nuance entre les deux. Tu sais, le bar, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là, des fois, en sachant pas qu'il y avait un spectacle, mais finissent par payer parce que, bon, c'est bon, c'était déplacé, on va rentrer quand même. Le bar, il y a l'ingratitude aussi des gens qui vont t'avoir vu dans une émission télé en haut d'un premier gala, au Canal D, quelque part, puis ils vont dire « Ah, j'avais aimé mieux ce que t'as fait à la TV », sans réaliser que ce que tu as vu à la télé, c'est un numéro que j'avais fait 150 fois. À soir, tu viens de voir une première fois un test de quelque chose. Les gens, tu sais, on dirait, font pas la nuance. Ils vont voir François Bellefeuille dans un bar qui teste un numéro, justement, ils vont dire « Ah, j'ai mieux aimé son show, juste pour rire. » Ben oui, tu sais, mais il faut les tester, les blagues, il faut les... Donc, la partie des bars, il y a une ingratitude qui est plus élevée. Il y a une écoute qui est moins élevée, puis il y a des plis qui sont faciles à prendre dans ce sens de, tu sais, parler plus fort, être plus vulgaire. Tu sais, souvent, ce qui est vulgaire va avoir plus d'attention dans les bars. Puis là, quand tu vas arriver en salle ou en audition, tu sais, on va te dire, ben, t'as beaucoup de plis qui sont reliés au bar, tu sais. Mais c'est l'ironie que 95% de ton matériel, tu le testes dans les bars. Tu sais, quand tu arrives aux salles, là, il faut que tu adaptes le truc. Ouais. Donc, c'est sûr que jouer dans des salles en première partie, de jouer dans des salles qui sont faites pour recevoir du spectacle et qui sont pas nécessairement un bar pur et dur, ça te démontre un peu plus ce que va être le vrai métier, si jamais tu venais qu'à passer à l'étape suivante. Par contre, il y a une partie ingrate aussi aux premières parties que souvent c'est pas annoncé, les gens venaient pas voir ça. Donc là, t'as plus une vraie idée de ce que vaut ton matériel, je trouve, à ces moments-là, d'avoir des gens qui venaient pas te voir, qui venaient voir quelqu'un d'autre, là tu te présentes à eux un peu nus, là, dans le sens que les gens n'ont pas idée de ce qu'ils vont voir, n'ont pas d'attente. Et je pense que ces moments-là, c'est là que ton matériel affiche ses vraies couleurs, en ce sens que là, j'avais des gens neutres devant moi qui ne venaient pas me voir. Donc, les rires que tu as là, souvent, peuvent être bien plus honnêtes que dans des soirées à Montréal où, quand on ne veut pas, même dans Petite Relève, tu commences à avoir un certain nom. Tu sais, je dis que personne ne sait qui chez ou mon duo, mais oui, dans les gens qui suivent le milieu de l'humour à Montréal, qui font les soirées, ils vont savoir on est qui. Fait que des fois, tu arrives dans une soirée, il y a des gens qui sont contents de te voir, donc tu vis un peu
ces rires-là de « Ah, là, les gens aiment mon produit », versus quand tu arrives devant des purs inconnus, je pense que c'est là que les couleurs de ton matériel s'affichent, puis pour moi, c'est plus intéressant peut-être un peu d'aller faire rire dans ces conditions-là. Tes projets en cours, tes projets futurs, ça ressemble à quoi un peu? Et il y a des projets. Ben, tu sais, présentement, moi, mes projets en cours pour mon matériel solo, c'est de me produire le plus possible avec mon spectacle, justement, que j'aime beaucoup, que je trouve original, où les gens ont leur mot à dire sur le contenu. C'est une liste préétablie. Les gens ne disent pas raconte-nous n'importe quoi, là, mais je trouve que c'est un spectacle interactif intéressant. Donc, c'est de me faire voir le plus possible à cet égard-là. Avec mon duo, on a un podcast qui s'en vient qui s'intitule Le débat des caves. Donc, c'est des débats. Sur des débats sérieux sur des sujets pas sérieux, tu sais, genre spaghetti coupé ou roulé, interac ou cash, bain ou douche, tu sais, on s'ostine de manière comme endiablée sur des sujets qui ont peu d'importance. On a notre spectacle Amour entre hommes qui se produit, on a notre spectacle en retenue d'école qui se produit. Puis là, on est en temps de COVID, là, présentement, tout est un peu sur pause, mais ça va s'en venir, puis on est toujours en écriture de nouveaux matériels. Puis, en termes moins humoristiques, je suis aussi en train de terminer un roman présentement sur le milieu de l'humour, donc qui n'est pas nécessairement un roman humoristique, par contre un roman qui parle du milieu de l'humour qui est en post-production, là, presque vraiment, je devrais dire. Mais j'ai terminé ça pendant le confinement. J'ai pas écrit beaucoup d'humour, voire à peu près pas, durant le confinement, mais j'ai vu ça comme une possibilité de me concentrer sur mon roman où je mettais pas assez de temps. Ça fait 2 ans peut-être que je suis là-dessus, mais dans les derniers 6 mois, tu sais, j'ai presque travaillé plus que dans l'année et demie avant. Tu sais, c'est un projet qui n'est pas personne. L'humour, c'est mon revenu, c'est mon gagne-pain. Donc, il faut toujours, si je veux payer mon loyer, si je veux vivre, tu sais, que je me trouve des spectacles versus le roman. Il est dans un tiroir à part que c'est un rêve que j'ai, mais il n'y a pas d'éditeur qui attend après. Il n'y a rien. Donc, c'était facile de le reléguer aux oubliettes un peu, de dire, ben là, présentement, j'ai pas le temps. Donc, j'ai vu la pause qu'on a eue durant la pandémie comme un moment salutaire pour le faire. C'est un peu aussi une opportunité pour toi de t'ouvrir d'autres portes puis de voir quelque chose d'autre que tu pourrais pratiquer aussi? Ben vraiment, moi j'ai un parcours. À la base, j'ai fait un bac en littérature à l'Université Laval de 2006 à 2009, donc en création littéraire. C'est vraiment quelque chose que je caressais depuis longtemps comme projet d'écrire un roman. Puis même qu'au départ, après mon parcours en littérature, je me disais que j'allais peut-être plus faire des recueils de nouvelles que le roman, le projet sur le long terme était moins pour moi. Mais j'ai à force de lire, puis j'étais un grand lecteur, donc à force de lire, je me suis dit ça se peut pas que je vienne pas qu'en faire un moment donné, ça peut pas être... si c'était pas un check de ma liste à ma mort, je pense que je m'en voudrais. Maintenant, je peux faire ce check-là. Il n'est pas publié, mais il est écrit, fait que je peux quand même faire le check. Ben, merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir.